Bienvenue dans Soror, le podcast des femmes entrepreneuses. Je reçois des femmes qui nous parlent de leur parcours d'entrepreneuriat et qui nous donnent des astuces et des tips pour réussir. Dans cet épisode, je reçois Julia Cantarajou, qui est hôte de podcast mais qui est aussi conférencière. Elle nous explique comment est-ce qu'on se lance en tant que conférencière, quelles sont les bonnes pratiques, les compétences à développer. Julia nous parle aussi de se développer sa visibilité sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, comment bâtir sa marque personnelle. Je vous laisse découvrir le parcours de Julia, qui est une jeune femme hyper inspirante et super mature. Donc découvrons Julia. J'ai oublié de te dire un truc hyper important. Abonne-toi à la chaîne parce que ça m'aide à continuer le projet. Et surtout, si tu tiens à soutenir l'entrepreneuriat féminin, c'est ultra important. Alors abonne-toi. Allez, moi j'y go. Salut Julia. Salut Sonia. Trop contente de te recevoir sur le podcast Soror aujourd'hui. Ouais, trop contente d'être là aussi. Est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, avec plaisir. Donc, je m'appelle Julia Cantarajou, j'ai 23 ans. Je suis conférencière et hôte d'un podcast qui s'appelle Julia Wonders. Et à côté de ça, je donne des formations sur le réseau et le personal branding, notamment à des entrepreneuses. Donc, je travaille avec Nina Ramen chez Ramen ta fraise et on aide les femmes à prendre le pouvoir pour développer leur visibilité et derrière générer plus d'opportunités pour leur business. Ouais, super. Donc, je vois que tu as plusieurs activités et tu as le podcast aussi. Ouais. Donc, tu fais des conférences, le podcast, tu aides les femmes à prendre la parole sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Ouais. Ça fait une palette d'activités. Quel âge t'as, Julia ? 23 ans. Ouais. C'est bon, t'assumes de répondre à la question. C'est bon, je dis mon âge. Parce que j'ai vu que tu avais fait un post LinkedIn en disant j'ai mis du temps à assumer l'âge que j'ai. Pourquoi, en fait ? Parce que je trouve que en fait, quand tu es jeune et que tu entreprends, tu as un risque que les gens ne te prennent pas trop au sérieux et qu'ils aient l'impression que tu n'as pas de compétences, en fait. Parce que tu es jeune et que tu es relativement peu expérimenté, c'est-à-dire que peut-être que tu entreprends depuis 2-3 ans. Sauf qu'en fait, c'est fou, en 2-3 ans, quand tu te mets à étudier un sujet, les compétences que tu peux développer. Et du coup, moi, ça a été mon cas. Et toutes mes clientes, elles ont souvent le double de mon âge, tu vois. Donc, c'était un peu difficile pour moi au début d'assumer ma légitimité et de me sentir à l'aise dans les retours que je faisais, tu vois, de prendre confiance en moi, en fait, dans mon expertise et tout ça. Et donc, du coup, je le cachais parce que j'avais peur que ça me fasse perdre des opportunités. Donc, pas forcément dans mes clientes chez Ramen ta fraise, mais tu vois, quand je donnais des conférences, par exemple, face à des étudiants, j'avais trop peur de dire mon âge parce qu'en fait, je disais pas aux gens que j'étais moi-même étudiante parce que j'avais peur que ça me décrédibilise. Okay. Alors que, en fait, je me rends compte que ça peut aussi être une force d'intervenir devant des étudiants quand tu as le même âge qu'eux, parce que du coup, ils peuvent beaucoup mieux s'identifier à toi et aussi parce que tu comprends beaucoup mieux la cible que tu as en face de toi. Ouais, et puis, je trouve que c'est pas parce que t'es jeune que t'as pas une certaine maturité. Et nous, on se connaît un petit peu. Et moi, ce qui m'a toujours bluffé chez toi, justement, c'est ta maturité. Et vraiment, j'avais envie de te demander, mais d'où elle te vient, cette maturité ? C'est quoi ton histoire ? Qu'est-ce qui a fait que t'es une jeune femme qui, je trouve, tu vois, est hyper... mature, c'est le mot. Je pense que c'est parce que j'ai grandi... Enfin, c'est ma mère qui m'a éduquée. Et donc, du coup, j'ai grandi avec elle. Donc, mes parents sont séparés. Et je pense que depuis que je suis toute petite, ma mère, elle m'a beaucoup demandé conseil ou elle m'a beaucoup partagé ses, entre guillemets, difficultés d'adulte comme à une adulte. En fait, elle m'a toujours parlé comme à une adulte, même quand j'étais toute petite. Et du coup, je pense que ça m'a créé une maturité assez tôt. Et même que depuis que je suis toute petite, en fait, je suis tout le temps entourée d'adultes. Tu vois, j'allais tout le temps avec elle, voir ses amis. En fait, je passais beaucoup plus de temps avec des adultes qu'avec pas des jeunes de mon âge, mais presque, tu vois. Et je me suis assez vite sentie à l'aise avec des gens beaucoup plus âgés que moi. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se ressent, tu vois. C'est, je passe plus de temps avec des gens qui sont plus âgés que moi qu'avec des gens de mon âge, même si j'ai plein de potes qui ont mon âge et que c'est pas un sujet, tu vois. Mais j'apprécie vachement. J'ai des amis qui sont 10 ans plus que moi, tu vois. Et tu ressens un décalage avec des gens qui ont plus ton âge ? Ça, c'était une de mes grandes peurs, justement, parce que, tu vois, cette année, je suis retournée à l'école. Donc, je fais ma dernière année d'études, là. Et juste avant, j'avais fait une année de césure. Donc, pendant 1 an, j'étais à fond dans l'univers entrepreneurial. Et j'apprenais vachement, en fait, de retourner à l'école parce que je me disais, ouais, je vais ressentir un énorme décalage avec les jeunes de mon âge et tout. Mais en fait, pas tant que ça, en vrai. Et au contraire, je pense que ça me fait du bien aussi d'être aussi avec des gens de mon âge, de me lâcher un peu la grappe aussi parce que du coup, je me compare tout le temps sinon à des gens qui sont plus expérimentés, qui ont plus de bagages, tu vois, dans l'entrepreneuriat. Et ça me fait du bien aussi de retourner avec des jeunes de 23 ans et de me dire, en fait, Julia, prends ton temps, en fait. Tu vois, t'es pas en retard. Tu vois, tout le monde se cherche, tout le monde est en train de
découvrir un peu ce qui lui plaît, etc. Donc, non, ça va. En vrai, pas trop de décalage. Ok, trop bien. T'organises des conférences, tu en as parlé juste avant. Ouais. Donc déjà, bravo, c'est trop bien. Enfin, moi, j'ai hâte parce que je vais participer à la prochaine. J'ai hâte de vivre l'expérience. Comment tu t'es lancée dans les conférences? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Ouais, voilà. Ouais, carrément. C'est un truc qui me passionne. En fait, comment je me suis lancée là-dedans, c'est que déjà, quand j'étais au lycée, il y a ma prof de français qui nous avait qui nous avait diffusé une vidéo de Emma Watson. Et c'était une vidéo sur les femmes, tu vois. Et ça, j'en ai pris conscience que récemment, que ça vient de là, en fait. Mais donc, elle nous met une vidéo qui s'appelle He for She. Et en fait, c'est Emma Watson qui dit que pour engager le plus de personnes possible dans la cause féministe, il faut que les hommes prennent part au débat. Et en fait, elle nous montre ça à l'époque. Tu vois, moi, je suis en première, je ne connais pas du tout le milieu des conférences. Et déjà, je suis passionnée par cette vidéo, tu vois, ça me captive. Et le soir, quand je rentre chez moi, je me mets à revisionner cette vidéo. Et en traînant sur YouTube, je découvre plein de vidéos, tu sais, dans les suggestions. Et c'est là que je me mets à découvrir des conférences TEDx. Et je sais pas si tu connais TEDx. Oui, ouais. Donc, en fait, pour les gens qui connaissent pas, parce que c'est, mine de rien, pas tout le monde qui connaît, c'est des courtes vidéos de 15 minutes hyper inspirantes. Et en fait, c'est souvent un expert qui vient parler d'un sujet qu'il a peut-être étudié pendant des années. Ça peut être des chercheurs en neurosciences, ça peut être des physiciens. Enfin, en fait, ça peut être des coachs. Enfin, tout type de métiers qui sont représentés. Et pendant 15 minutes, ils viennent partager la substantifique moelle de tout ce qu'ils sont en train de découvrir depuis des années de recherche à étudier un sujet. Et moi, je me suis passionnée par ces TEDx-là. Tu vois, je pouvais passer des week-ends entiers à regarder des vidéos TEDx. Enfin, vraiment, ça me passionnait. Et un jour, j'ai découvert qu'il y avait un TEDx dans ma ville. Moi, j'habitais à Menton, dans le sud de la France. Et à Menton, il y a un campus de Sciences Po. Okay. Et les étudiants organisaient un événement TEDx. Et donc, j'assiste en vrai et je ressens un truc hyper fort à ce moment-là, tu vois. Il y a plusieurs conférences où je pleure à la fin, tellement je suis émue. C'est beaucoup de storytelling aussi, donc les gens partagent leur histoire. Tu vois, c'est vraiment hyper émouvant. Et donc, à la fin, il y a les étudiants qui montent sur scène pour... c'est toute l'équipe d'organisation et tout. Et en fait, quand je les vois, je me dis, OK, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, à ce moment-là, je suis encore lycéenne et j'allais rentrer en école de commerce. Et après, dès que je fais ma prépa pendant 2 ans, donc pendant 2 ans, je travaille, tu vois, enfin, prépa, c'est plutôt très académique, donc tu bachotes. Et dès que je termine ma prépa, j'arrive en école de commerce. Et là, j'ai qu'une idée en tête, c'est rejoindre le TEDx de mon école. Et donc là, du coup, j'ai la casquette d'organisatrice. Et j'adore ça, tu vois. En fait, de mon rôle, c'est de trouver des speakers inspirants. Et ensuite, c'est de les accompagner dans la mise en forme de leur message pour que le jour J, il soit le plus impactant possible et qu'ils transmettent vraiment ce qu'ils ont dans les tripes, tu vois, ce qui leur tient à cœur. Et franchement, je passe 2 années incroyables. Je me sens totalement à ma place. Je rencontre plein de gens ultra inspirants. Tu vois, je rencontre par exemple Maude Caillot, qui est la fondatrice de Gringot. C'est une néobanque. Et je la rencontre il y a 3 ans, à l'époque où elle venait de lancer sa banque. Et aujourd'hui, elle a réussi à lever je ne sais pas combien d'argent grâce à sa communauté très vite. Enfin, je rencontre vraiment des profils comme ça qui me marquent très fort et qui marquent aussi le message que je passe dans mes conférences, qui est d'oser réaliser vos rêves. Parce que je rencontre pas mal de personnes du coup qui sont ultra ambitieuses, qui ont des projets et des rêves très, très ambitieux et qui se donnent aussi les moyens de réussir. Et du coup, Maude, tu vois, c'est une fille de 26 ans qui dit « je veux créer une banque ». Et sur le coup, personne ne la prenait au sérieux, tout le monde me disait « mais tu fais n'importe quoi » et tout. Et quand je vois 3 ans plus tard ce qu'elle a réussi à créer parce qu'elle y croyait et tout, en fait, moi, ça m'émeut vachement, tu vois. J'avais rencontré aussi, par exemple, un champion du monde de boxe, 6 fois champion du monde de boxe. Et lui, pareil, tu vois, à 15 ans, tout le monde lui avait dit « mais c'est bien beau d'avoir des rêves, mais tu n'y arriveras jamais. En plus, tu as commencé la boxe hyper tard. C'est trop tard pour toi. C'est pas fait pour toi. » Et en fait, lui, il a prouvé à tout le monde que si tu y crois et que tu te donnes tous les moyens, etc., il a réussi. Et c'est aussi ça, du coup, le message que j'ai envie de faire passer dans mes conférences. Okay. Mais donc, du coup, moi, à ce moment-là, pendant que j'étais étudiante, je suis pas encore conférencière. Tu vois, je suis dans les coulisses, je suis dans la partie orga. Tu n'étais jamais montée sur scène. À ce moment-là, tu préparais, mais tu n'as pas eu cette opportunité de prendre la parole pendant un TEDx à ce moment-là. Si, en fait, à ce moment-là, je suis maîtresse de cérémonie. Okay. Et donc, du coup, c'est moi qui fais l'intro des speakers, etc. Donc, je suis quand même sur scène, j'ai le micro, tu vois, on fait dans un palais c'est pas un palais de congrès, ça s'appelle World Trade Center, donc c'est quand même une salle de conférence. Okay. Et en fait, je sens déjà que quand je suis sur scène, j'adore ça, tu vois. Mais depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé prendre la parole en public et tout.
Et oui, le jour du TEDx, franchement, je me sens à ma place, je suis dans mon élément, tu vois. Et à la fin, il y a un de mes amis qui avait déjà donné un TEDx qui me dit « Bon, bah, Julia, la prochaine, c'est à toi, tu vois. » Ouais. Et à l'époque, donc ça, c'est en début 2022, je crois que c'est en mars 2022. Et franchement, ça me fait trop plaisir quand il me dit ça parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et à la fois, je me sens pas du tout légitime. T'avais quel âge? Du coup, 21 ans. 21 ans, ok. Je me sens pas du tout légitime. Je me dis, j'ai rien à raconter. J'ai rien fait d'extraordinaire dans ma vie. Donc, tu vois, tous les gens qui font TEDx, pour moi, ils ont un parcours ultra inspirant. Tu vois, leur parcours et leur message quasiment, tu vois. Moi, je me dis, ouais, moi, j'ai rien fait d'extraordinaire, donc qui va venir m'écouter? Et donc, du coup, j'ai pas mal de syndrome de l'imposteur qui me vient et j'ai du mal à m'en défaire, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que du coup, je garde ce projet de faire des conférences dans un coin de ma tête. Ouais. Je sais que c'est vraiment ça qui m'anime, mais je sais pas encore comment je vais y arriver, tu vois. Je sais pas. Et quelques mois plus tard, hasard, je scrolle un jour sur LinkedIn et je tombe sur un gars qui fait des documentaires et des conférences. Okay. Et je me dis, tiens, trop marrant. En fait, il a fait la même école de commerce que moi. Okay. Et il fait des documentaires et des conférences. Et je me dis, OK, c'est incroyable. Il s'appelle comment? Il s'appelle Samuel Durand. Okay. Et donc, du coup, je décide de le contacter. Et je lui dis, écoute, Samuel, on a fait la même école. Je trouve ça hyper inspirant de voir que t'as pas suivi la voie traditionnelle après une école de commerce, genre faire du conseil en strat, et que t'es devenu conférencier. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur ton parcours. Est-ce que tu accepterais de passer dans mon podcast? Et donc, il accepte. Je l'interviewe. Et franchement, ça me fait beaucoup de bien parce que je rencontre quelqu'un qui a un peu la même vision du travail que moi, tu vois, qui a vraiment envie de s'épanouir dans son job, qui a envie d'avoir de l'impact, etc. Alors qu'en école, j'avais rencontré quand même beaucoup de profils qui n'étaient pas du tout dans cette vibe. Et en fait, à la fin de notre échange avec Samuel, il me dit, écoute, tu vas faire quoi après? Je fais, je sais pas. Ouais. J'avais prévu de faire une année de césure pour entreprendre, mais en vrai, j'avais pas de projet, je savais pas quoi faire. Il me dit, OK, est-ce que t'aimerais mettre mon bras droit? Je fais, oui, carrément, c'est trop bien. Et j'avais trop envie de découvrir ce milieu-là, des conférences, de plonger un peu dans cet univers, de comprendre comment ça se passe. Lui, il intervient en entreprise et tout ça. Donc, j'aimais trop l'idée d'être un peu dans les coulisses et de voir comment ça se passe. Surtout qu'en fait, la grosse différence avec les TEDx, c'était que les TEDx, c'était une activité bénévole. Et donc, en fait, même si j'avais envie de faire des conférences, je voyais pas avec TEDx comment j'allais pouvoir en faire un métier parce qu'en fait, je voyais pas le côté financier. Et en fait, Samuel, il me montrait un modèle aussi où en fait, tu peux vivre des conférences. En fait, conférencier, c'est un métier. Et moi, à l'époque, ça me paraissait impensable parce que j'étais tellement passionnée par ça que je faisais tout gratuitement. Tu vois, c'était une association étudiante, etc. Alors que là, je me disais, attends, mais il y avait un monde qui s'ouvrait pour moi. Alors ça, c'est marrant ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est un métier à part entière et il y a des gens qui gagnent leur vie uniquement par ça. Mais ça reste quand même une niche et j'ai l'impression qu'il y a assez peu de gens finalement qui vivent réellement que de ça. Je sais pas ce que t'en penses. Et aussi, est-ce qu'on peut vivre est-ce que tu penses que c'est possible aujourd'hui de vivre que de ça réellement? Oui, alors oui, je pense que c'est totalement possible de vivre que des conférences. Mais en effet, il y a très peu de gens qui le font. Mais c'est un peu comme les gens qui vivent que de leurs livres, tu vois. Il n'y en a pas beaucoup. Souvent, les conférenciers, ils ont aussi des formations. Ils ont des ateliers, ils ont des livres. Des formations. Ils font du coaching aussi, tu vois. Ils ont plusieurs casquettes. T'as beaucoup cette casquette-là, auteur, coach, conférencier, tu vois, par exemple. Donc, oui, il y a aussi beaucoup qui font des tables rondes, des animations tables rondes. Tu vois, ils ont plusieurs prestations. Mais oui, en effet, c'est rare de faire que de la conférence. Ouais, ok. Donc, toi, dans tes conférences, le nom de ta conférence, c'est Oser rêver grand. C'est ça? Oser réaliser vos rêves. Oh, pardon, Oser réaliser vos rêves. Ça pourrait être, ça pourrait être totalement Oser rêver grand. Ok. Donc, c'est Oser réaliser vos rêves. C'est quoi, toi, ton plus grand rêve, Julia? Parce que du coup, tu invites les gens à réaliser leurs rêves et du coup, à réfléchir à leurs rêves. C'est quoi le tien? C'est une très bonne question. Moi, je pense que mon plus grand rêve, c'est, tu vois, de prendre la parole devant genre 3000 personnes. Enfin, tu vois, c'est... En fait, comment je sais ça? C'est que depuis que je suis petite, mon père, il m'a beaucoup montré beaucoup montré l'histoire de Queen. Et mon père, c'est un grand fan de Queen et depuis que je suis toute petite, quand j'étais chez lui, il mettait tout le temps ses clips sur YouTube, etc. Et en fait, le jour où le film Bohemian Rhapsody est sorti, quand je voyais cette scène où Queen fait un concert pour le sida, en fait, j'avais les larmes aux yeux à chaque fois que je voyais cette scène parce que pour moi, c'est un peu être en connexion avec le public, faire passer un message, faire passer une énergie. Et c'est vraiment un truc qui me transporte. Du coup, je pense que c'est ça mon rêve. C'est prendre la parole devant, tu vois, 3000 personnes. Mais en fait,
Je pense que j'ai plein d'autres rêves, tu vois. Un de mes grands rêves aussi, c'est de créer une association pour aider les jeunes filles, tu vois, à prendre confiance en elles. Donc, ce serait intervenir peut-être dans des lycées ou dans des collèges pour que, dès que, en fait, c'est souvent à la puberté que les jeunes filles, elles perdent confiance en elles. Donc, ça, c'est un truc qui me plairait beaucoup, tu vois. Je l'ai fait pas mal d'intervenir dans des lycées aussi. Mais ouais, ça j'aimerais beaucoup faire ça. Donc, faire une conférence devant 3000 personnes. Aujourd'hui, tu fais une conférence... il y a combien à peu près de personnes dans ton public? Ouais. Combien? En fait, tout dépend du type de conférence que je donne. Quand je donne ces conférences Oser réaliser vos rêves, c'est dans une petite salle et c'est volontaire parce que c'est plus un atelier. Ouais. Et je veux pas qu'on soit trop parce que sinon, ça casse un peu la dynamique. Donc, on est 30. Et par contre, quand je donne des conférences dans des événements, par exemple, là, lundi, j'ai été au Free Up Festival pour donner une conférence sur l'entrepreneuriat féminin. Il y avait, je pense, 150 personnes. Okay. Tu vois, c'est plutôt dans cet ordre-là, 100, 200 personnes. Donc, le parcours de Julia, c'est de 30 à 3000. Voilà. Tu commences à 30 et tu finis à 3000. Ce sera le titre de son livre, de 30 à 3000. Ouais, grave. Ok, trop bien. Donc, du coup, tu t'es lancée. C'est quoi les skills, c'est quoi les compétences qu'il faut avoir pour être conférencière? Ouais, très bonne question. En fait, je pense que déjà, il faut savoir montrer sa vulnérabilité. Moi, c'est un truc que je suis vraiment en train d'apprendre. C'est ce qui est le plus inspirant. C'est pas quand tu montres le côté le plus lumineux de toi ou le côté qui réussit. C'est quand tu montres les coulisses, c'est quand tu montres tes échecs, c'est quand tu montres tes galères. Ça inspire plus les gens que quand tu montres ouais, j'ai réussi, tu vois. Donc moi, et ça m'a fait beaucoup de bien en fait d'apprendre à faire ça, c'est que dans mes conférences, en vrai, tu vois l'envers du décor, tu vois quand ça marche pas, quand en fait j'ai dû prendre un job dans un bar parce que j'avais créé mon entreprise et que j'avais 0 € de chiffre d'affaires pendant 6 mois. En fait, c'est ce côté-là que tu montres. Et ça fait du bien parce que du coup, tu peux t'identifier à quelqu'un, parce que tu te rends compte que un parcours, c'est aussi semé d'échecs et qu'avant de réussir à faire des conférences et avant d'avoir une certaine reconnaissance des gens, avant d'avoir des sollicitations pour faire des conférences, en fait, j'ai traversé un désert et je savais pas du coup où j'allais, je savais pas à qui j'avais envie de parler, je savais pas comment les gens allaient me faire confiance pour que je prenne la parole, tu vois. Je savais pas comment trouver mes premières opportunités. Donc, ouais, je pense qu'une des premières choses, c'est savoir montrer sa vulnérabilité. Le storytelling aussi. C'est en fait comment tu racontes ton histoire, comment tu embarques les gens aussi. Donc, ça, le storytelling, c'est hyper puissant, tu vois. Ouais. C'est vraiment, quand tu maîtrises ça, déjà, tu fais un bond dans ton niveau de prise de parole en public. L'éloquence, forcément aussi. Travailler sur ta voix, travailler sur la rapidité, tu vois, ton élocution. Moi, j'avais tendance à parler très vite. J'ai encore tendance à parler très vite. Donc, j'essaie de me soigner. C'est aussi... Du coup, ne regardez pas cette vidéo en x2. Moi aussi, je parle hyper vite, c'est pareil. Ouais, non, c'est ça. C'est aussi tous les petits mots parasites que tu peux avoir, les les tu vois. Enfin, j'ai encore plein de types de langage, donc j'essaie de me soigner. C'est la gestuelle aussi, le non-verbal. Pareil, avant, j'avais tendance à faire à bouger, à trop bouger, à être... En fait, à donner tellement d'énergie que j'étais limite fatigante à regarder parce que j'étais un asticot. Donc, je pense que ça, c'est 3 grosses compétences. Et puis après, bien sûr, c'est le côté plus expertise. Donc, une conférence, c'est un médium, en fait, c'est un moyen de transmettre un message, mais l'expertise à développer derrière, c'est qu'est-ce que tu enseignes aux gens. Et c'est aussi ça, pour être un bon conférencier, c'est aussi avoir un message fort et avoir une expertise forte. Donc, et puis, c'est aussi de la pédagogie. C'est, en fait, comment tu vas réussir à transmettre ce que tu as envie de faire passer de la façon la plus simple possible à comprendre et d'une manière que les gens vont retenir. Et donc, en fait, c'est pas les bombarder de théories ou les bombarder de faits, de chiffres et tout. C'est aussi, c'est le lien entre expertise et storytelling. C'est comment tu vas raconter des histoires qui vont faire que les gens, ils vont beaucoup plus se rappeler de ton message que si tu leur avais juste parlé de choses très factuelles. Ouais. Et je me souviens qu'une fois, on a eu une conversation toutes les deux et tu m'as dit, moi, j'admire les conférencières américaines. J'aimerais être comme elles, etc. Et est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples? Parce que j'avoue que moi, je connais pas vraiment Je connais des coachs américaines qui sont genre vraiment super fortes, mais conférencières, je suis curieuse. Ouais, carrément. Alors, dans les conférencières que j'admire, les premières que j'ai commencé à suivre, donc la première, c'est Mel Robbins. Ah oui, ouais. Donc, Mel Robbins, mais qui est coach aussi, tu vois. Ouais. Et elle, je l'adore parce qu'elle a un côté zéro bullshit et en même temps, tu vois, elle est cash. Et en même temps, ce que j'aime, c'est qu'elle donne beaucoup de conseils très pratiques. Ouais. Donc, elle va te donner plein de trucs que tu peux mettre en place dans ton quotidien très facilement. Par exemple, elle a la règle des 5 secondes. Donc, quand tu procrastines un truc, elle dit, tu comptes 5, 4, 3, 2, 1 dans ta tête et à 3, tu y vas. Donc ça, c'est un des trucs où elle a aussi le High Five Habit. Elle a sorti un livre sur ça. Okay. En fait, elle explique que quand tu te checkes toi-même dans le miroir le matin,
En fait, dans le ouais, c'est la glace, donc Ouais. tu te check toi-même. En fait, ça crée dans ton cerveau un truc qui est hyper positif parce que depuis que tu es petite, tu as associé le check à quelque chose de positif, de l'amitié. Et donc, en fait, ça renforce ton estime de toi-même. Ok. Elle a écrit tout un livre sur ça. Et donc, en fait, toutes ces conférences, elles sont un peu truffées de conseils hyper pratiques. Celle qui parle des power poses aussi, je crois. C'est elle ou pas? Non, je crois pas que ce soit elle. C'est une autre personne qui a aussi fait de TEDx, mais il me semble que c'est pas exactement elle. Okay. Et tu vois, dans les conférencières américaines que j'aime beaucoup, il y a aussi Lisa Nichols. Je suis en train de faire sa formation d'ailleurs, par exemple, ça s'appelle Speak and Inspire. Il y a aussi, et une que je suis énormément en ce moment, c'est Jen Gottlieb. Okay. Et elle, ce que j'aime, c'est qu'elle fait un peu le pont entre personal branding et côté développement personnel inspirant. Et en fait, elle explique comment tu deviens une marque et comment tu peux t'entraîner à prendre la parole. Enfin, en fait, elle, son message, c'est vraiment genre, si tu te rends pas visible tous les jours, toutes les fois où tu te rends pas visible, c'est des fois où tu laisses tes clients aller vers d'autres personnes qui, elles, sont visibles. Et en fait, en gros, c'est son message principal. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je m'inspire beaucoup d'elle, tu vois, sur, par exemple, les formats, tu vois, sur sa communication, comment elle communique sur Instagram et tout. Et c'est elle, par exemple, qui m'a donné l'idée de filmer mes conférences et ensuite d'en faire des shorts. Parce qu'en fait, ta conférence, c'est un contenu, mais après, Déjà, c'est un moyen de donner envie aux gens après de venir que de faire des formats comme ça. Et toi aussi, ça te permet vachement de progresser quand tu te vois. C'est pas un exercice facile de se regarder après coup parce que tu vois tout ce qui va pas. Mais ça fait vraiment progresser. C'est un exercice qui est hyper apprenant, même sur du podcast vidéo, où effectivement, quand tu montes sur scène, d'être capable de te revoir, de travailler justement ce que tu disais, l'éthique de langage, ta posture, etc. Donc ça, je pense que c'est essentiel de le faire, surtout à une époque où en fait, on est des marques personnelles. Enfin, tu l'as dit, tu en as parlé. Surtout quand tu entreprends, ton image, ta personnalité, tes valeurs, tout ça, tu as besoin de le retranscrire. Et un des moyens, justement, pour le retranscrire, c'est LinkedIn. Oh, quelle transition! La transition! Attention! C'est LinkedIn. Non, mais je sais que voilà, tu as une présence assez importante sur LinkedIn. Ça fait combien de temps que tu es sur LinkedIn? 3 ans. Okay. Enfin, j'ai créé mon compte en 2015, je crois, mais avant, je savais pas à quoi ça servait. Je comprenais pas ce que je faisais là. Ça fait depuis vraiment 2020 que je crée du compte. Ok. Et je crois que tu as quoi, 10 000 abonnés? 14 000. 14 000. Ok, trop bien. Ouais, cool. Bravo. Qu'est-ce que ça t'apporte, LinkedIn? Ça t'apporte du business? Ouais, carrément. LinkedIn, ça m'apporte des opportunités de conférences. Ça m'apporte des opportunités de passer dans des podcasts, comme aujourd'hui. Ouais. Ça m'apporte des ventes pour mes propres conférences, celles que je vends en B2C. Et ça m'apporte des écoutes pour mon podcast. Donc, plein de choses. Et c'est quoi la recette? Bon, on sait qu'il y a pas mal de choses à faire sur LinkedIn, notamment la régularité, être capable d'avoir des compétences d'écriture, etc. Est-ce que toi, tu as un secret? Qu'est-ce qui a fait que tu es passé, je sais pas, de 0 à 14 000 abonnés? C'était quoi ta recette, ton secret? Premier secret, c'est la régularité. Ça fait 3 ans que je publie sur LinkedIn, 3 fois par semaine. Et j'ai fait très peu de posts qui sont partis totalement virales. Tu vois, j'ai dû faire 10 ou 15 posts viraux, mais sur mais sur je sais pas combien de posts j'ai publié, peut-être 1000 posts non, je sais pas, non, j'abuse. Peut-être 500 posts en 3 ans, tu vois. Donc c'est vraiment la régularité qui paye. Deuxième chose, c'est vraiment de créer du contenu qui va servir ton audience. Donc vraiment créer du contenu qui va aider ton client idéal à progresser. Parce que en fait, quand tu crées du contenu sur LinkedIn, t'as tu peux raconter plein de choses en fait. Mais tout n'est pas bon à raconter sur LinkedIn. Et il faut vraiment choisir ces sujets et choisir qu'est-ce qui est le plus stratégique pour toi. Donc moi, en fait, ce qui était difficile au début, c'est que j'ai commencé à publier sur LinkedIn bien avant de savoir que je voulais faire des conférences, bien avant de comprendre quel était mon business model, qui étaient mes clients, qui était ma cible et tout ça. Et donc, à l'époque, j'avais pas de stratégie quand je publiais sur LinkedIn. C'était un peu à l'intuition. C'était vraiment à l'intuition. Tu vois, j'essayais de comprendre les formats, etc. Et donc ça, c'était la période où j'avais forcément le moins de résultats parce que j'avais pas encore compris ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et progressivement, j'ai commencé à me dire, OK, qui est-ce que j'ai envie de cibler avec mon podcast? Qui est-ce que j'ai envie de cibler avec mes conférences? Et là, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de faire des conférences où j'avais beaucoup de feedback. En fait, mes conférences, c'est comme si je faisais des interviews persona à grande échelle, tu vois. C'est en fait, je comprends qu'est-ce qui bloque les gens, qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à passer à l'action, quelles sont leurs pensées limitantes, etc. Et ça m'aide à créer du contenu qui va pile poil parler aux gens parce qu'ils vont se dire, ah ouais, ça c'est moi, tu vois. Donc, un tip, ça peut être vraiment de parler à ses clients ou de parler avec ses prospects et de savoir qu'est-ce qui bloque. Et en fait, après, tu fais du contenu qui répond pile poil à ça. Et tu vas voir que tu vas
toucher beaucoup plus juste et tu auras beaucoup plus d'opportunités de business. Ensuite, un autre truc qui est important sur LinkedIn, c'est de demander en fait quel est mon objectif. Parce que si tu fais pas ça, tu vas tout le temps être obsédé par les likes et par les commentaires, etc. Et en fait, tu vas perdre de vue ce que tu viens y chercher. Donc, si ton objectif, c'est de trouver des clients, si ton objectif, c'est de trouver des conférences, si ton objectif, c'est d'être interviewé dans des podcasts, eh ben, tu vas pas agir de la même manière que si ton objectif, c'est d'être influenceur et que tu vas avoir le plus d'abonnés possible pour bosser avec des marques, tu vois. Donc, c'est très, très important de demander qu'est-ce que tu viens chercher pour ensuite te fixer les bons indicateurs de succès et ne pas te démoraliser si tu n'as pas beaucoup de likes, pas beaucoup de commentaires, parce que c'est pas ça l'important. Et moi, ça, je trouve que c'est hyper important parce qu'en fait, si tu sais pas fixer d'objectif, tu peux pas vraiment échouer parce que du coup, tu n'as pas défini un cap dans là où tu allais. C'est marrant que tu dis ça parce qu'en fait, je me rends compte en t'écoutant que moi, je suis sur LinkedIn depuis longtemps, je publie beaucoup, etc. Et quand j'ai réfléchi, si on me demande c'est quoi exactement mon objectif, évidemment, je pense oui, c'est de trouver des clients. Mais tu vois, j'ai pas forcément posé d'autres indicateurs. Et tu vois, quand je t'entends dire, c'est d'être interviewé dans des podcasts, c'est voilà, bon, faire des conférences, ça, en l'occurrence, c'est un peu ton produit. Je trouve ça quand même hyper judicieux de se poser genre 5 minutes et de se dire concrètement, quel est le résultat que je veux atteindre, quoi. Au-delà peut-être juste de clients, parce que je pense que les clients, on est tous à peu près là quand même aussi sur LinkedIn pour vendre nos services. Mais au-delà de ça, est-ce que y a d'autres choses intermédiaires, d'autres jalons intermédiaires, comme tu le dis, le podcast, être invité dans des podcasts, ou ça peut être même rencontrer des gens, faire des rencontres. Oui, le réseau. Pour moi, c'est hyper important aussi. Sur LinkedIn, ça te permet de rencontrer des personnes que tu n'aurais peut-être jamais rencontrées dans ton cadre habituel. Et du coup, si c'est ça ton objectif, ça va changer la manière dont tu te comportes sur LinkedIn, tu vois. Ouais. Et je suis totalement d'accord avec toi. Le côté, ça vaut la peine de se poser et de se dire, OK, qu'est-ce que j'attends de LinkedIn? Et aussi, en fonction de ton objectif, ta stratégie ne sera pas la même. Et par exemple, ta façon de te présenter dans ta bio, les éléments que tu vas mettre en avant ne sont pas du tout les mêmes. Ouais. Et du coup, si tu te poses pas la question, tu peux pas faire ce travail-là. Si tu te poses les mauvaises questions ou si tu cherches plus de visibilité alors que ton vrai objectif, c'est de trouver des clients, en fait, tu iras dans la mauvaise direction. Et moi, par exemple, mon objectif aujourd'hui, c'est de remplir mes conférences, donc en B2C. Okay. C'est de développer mon podcast et c'est de trouver de nouvelles opportunités de conférences, tu vois. Okay. Dans, par exemple, des événements d'entrepreneurs, des événements business, tu vois, des conférences sur le personal branding et tout ça. Et du coup, je me demande comment je peux servir ces objectifs-là avec mon LinkedIn et du coup, quels éléments sont pertinents à mettre en avant pour atteindre cet objectif-là. Trop bien. Je pense que quand je rentre chez moi, je vais me faire... Tu vas te dire quels sont mes objectifs. Je vais t'appeler, Julia. J'ai besoin d'un coaching. Non, mais sans blague, par contre, le côté objectif, ça, c'est un truc que je me suis rendu compte, pas que pour LinkedIn, mais dans tout, en fait. C'est est-ce que tu es capable de te dire, dans ton business actuel, quels sont tes objectifs? Et en fait, je me dis, plus tu as de la clarté sur tes objectifs, tout à fait. Et plus tu arrives à être focus, et plus tu as de résultats. Parce que moi, je me suis rendu compte que parfois, j'avançais un peu à vue, et tu vois, je développais plein de projets en même temps, mais en fait, je n'étais pas ultra claire sur, OK, quels sont mes 3 objectifs de l'année, quels sont mes 3 objectifs du trimestre, quels sont mes 3 objectifs du mois. Et maintenant, je deviens un peu obsessionnelle avec ça. Et en fait, j'essaie de me fixer moins d'objectifs, tu vois, 3 objectifs de l'année, je trouve ça très bien. Mais en fait, de tout le temps garder à l'esprit, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi cette année? Qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que je garde? Parce que moi, j'ai un peu le syndrome de l'objet brillant, tu vois. Donc, quand quelqu'un va faire quelque chose, tu vois, je sais que j'ai une tendance à me dire, ce serait cool de faire une formation en ligne, ce serait cool de faire une newsletter, ce serait cool de, faire un podcast vidéo et tout. Et si tu n'as pas défini clairement tes objectifs, en fait, tu vas être hyper tenté d'aller vers là. Ouais. Alors que si tu as pris le temps d'être hyper au clair sur qu'est-ce qui est important pour toi, tu vas rester dans ta ligne et tu vas arriver à ton objectif. Yes, et en plus, là, on est en fin d'année, c'est un peu au début d'année. Début d'année, c'est fin d'année, début d'année, c'est le bon moment pour se poser et justement de se dire quels sont mes 3 grands objectifs. Donc, on invite chacune à se poser la question et à peut-être nous les écrire dans les commentaires sous la vidéo, ça serait chouette. Ouais, carrément. Est-ce que tu crois au pouvoir de la visualisation? Oui, totalement. D'ailleurs, j'ai écrit un post LinkedIn sur ça tout à l'heure. Donc oui, je crois très fort au pouvoir de la visualisation. Et dans mes conférences, d'ailleurs, il y a Sarah qui fait des visualisations. C'est Sarah Saidi. OK. Qui enseigne le breathwork et qui est hyper forte pour tout ce qui est visualisation. Et la dernière fois qu'elle avait fait, les gens, ils pleuraient tellement ils étaient émus. Et je crois très fort à ça parce que quand j'étais au TEDx tout à l'heure, je parlais de Cyril Benzaken, qui est champion du monde de boxe, que j'ai rencontré. Et tu vois, c'est lui, à l'époque, on lui disait,
à 15 ans, tu veux devenir champion du monde de boxe, ça n'y arrivera jamais, sois un peu réaliste et tout ça. Et lui, c'est lui qui m'a fait découvrir pour la première fois la visualisation et qui m'a raconté quel impact ça a eu pour lui, comment il l'a utilisé et qui m'a dit franchement, tente, tu vas voir, ça va changer ta vie. Et lui, il me racontait qu'en fait, tous les jours pendant 15 ans, il a visualisé vraiment le jour où il deviendrait champion du monde. Et tu vois, il passait presque 1 heure par jour ou 2 heures par jour à se visualiser, tu vois, pendant qu'il faisait des abdos, il se visualisait champion du monde. Et en fait, il m'a dit, ça m'a donné l'énergie de mettre en place des actions qui m'ont emmené vers mes objectifs. Et tu vois, moi, au début, j'étais un peu sceptique, parce que je me dis, bon, visualiser tes objectifs, je sais pas, est-ce que ça va vraiment marcher? Mais j'étais quand même ultra curieuse, donc j'ai testé. Et j'ai testé, par exemple, des visualisations créatrices. C'est Chloé Bloom, à l'époque, elle faisait des vidéos comme ça, visualisation créatrice. Et en fait, ça m'a vachement bouleversée, ce truc, parce que je me disais, ça t'apporte, en fait, je pense, une foi inébranlable dans ta capacité à accomplir quelque chose dont tu te crois à la base incapable. Moi, par exemple, quand j'avais pour objectif cette année d'écrire un livre et j'ai visualisé ça fait genre 2 ans que je visualise le moment où je publie mon livre, tu vois. Et cette année, j'ai enfin eu le courage de contacter une maison d'édition qui est Erol et ils ont accepté ma proposition de livre et donc du coup, j'ai commencé le projet. Bon, finalement, ça va être reporté sûrement à 2024-2025 parce que là, il y avait plein de paramètres qui font que c'est pas le bon, notamment que j'ai pas terminé mes études et que on en revient aux 3 objectifs. En fait, faut pas se surcharger non plus. Mais tu vois, en fait, j'aurais jamais eu le courage, je pense, d'écrire une maison d'édition où je me serais jamais sentie capable de le faire si ça faisait pas 2 ans que je m'y visualisais et que je m'en sentais capable, tu vois. Et une autre chose que t'amène la visualisation, c'est que t'es vachement plus alerte des opportunités. Tu vois, en fait, quand tu es au clair sur le fait que c'est ça ton objectif, c'est là que tu veux aller, et ben, tu vas voir les petits signaux, tu vas voir les opportunités, tu vas entendre les conversations quand il y a quelqu'un qui parle de ça, etc. Et du coup, tu vas pouvoir mieux les saisir. Alors que finalement, quand tu sais pas ce que tu veux, en fait, il y a beaucoup de gens qui savent ce qu'ils ne veulent pas, mais qui savent pas ce qu'ils veulent. Et du coup, la visualisation, ça t'aide à être au clair sur ta vision. Et à te centrer, à t'aligner sur ce que tu veux vraiment. Après, tu vois, sur la visualisation, moi, j'y crois aussi beaucoup. Par contre, pour moi, c'est important quand tu fais une visualisation de pas rester juste dans les mots et dans le registre du vocabulaire, mais d'aller aussi sur le registre de l'émotionnel de la et se projeter dans la sensation dans laquelle je suis au moment où je deviens champion de boxe, au moment où je publie mon livre, etc. Parce qu'en fait, c'est ça qui va vraiment te driver. Parce que tu auras beau te regarder le matin dans le miroir en te disant je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Si tu n'as pas réellement l'énergie en toi que tu ressens jusqu'au fond de tes cellules pour aller vers ça, ça marche pas, en fait. Ça marche pas. Et du coup, ça passe par un travail du corps, en réalité. On reste bloqué hyper souvent sur le travail mental, transformer nos croyances, etc. Mais en réalité, tout se passe dans le corps. Tu travailles, toi, justement, comment tu travailles ton énergie corporelle? Est-ce que tu as des activités, je sais pas, la méditation ou autre? Alors, ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis et je suis totalement d'accord avec toi sur l'importance du corps. Et d'ailleurs, tu vas voir, tu vas le vivre, hein, mardi. Sarah, elle fait un truc, elle est très dans l'approche du corps aussi. Parce qu'en effet, c'est pas que le mental, c'est qu'est-ce que tu ressens aussi. C'est tu vois, ces frissons qui vont te mettre en action vers tes objectifs. Donc, comment moi je travaille? Moi, je me suis inscrite là en août à un programme qui s'appelle Mind Valley. Et en fait, c'est plein d'experts américains du développement personnel qui ont créé plein de programmes de formation. Et à l'intérieur, il y a plein de méditations et de visualisations guidées. C'est digital? Ouais, c'est tout digital. OK. Et du coup, je fais beaucoup ça. Ça m'a fait beaucoup de bien. Sinon, j'ai cette visualisation de Chloé Bloom que je fais hyper souvent. Tu vois, en plus, c'est un truc gratuit qu'elle avait sorti. Je pense que c'est un lead magnet de ses formations, tu vois. Mais c'est une visualisation qui dure 20 minutes. Et franchement, je fais tout le temps la même et ça, j'ai adoré. Sinon, c'est le sport. Et moi, j'adore aussi juste marcher, en fait. Juste en me baladant, c'est là où je suis la plus créative. C'est là où, je sais pas, j'ai plein d'idées, etc. Et un autre truc que je fais, c'est du coloriage. Alors, ça, j'adore. Franchement, c'est un truc. En fait, je suis tellement sur les écrans, je suis tellement sur les réseaux sociaux. Dès que j'ai 5 minutes, je suis tout le temps là, prendre mon téléphone, etc. Que le coloriage, ça m'a permis de trouver une activité où mes mains sont occupées et où je fais rien d'autre que penser et être créative. Et franchement, je pense que c'est hyper salutaire. C'est hyper bénéfique. Donc, au début, je me jugeais un peu de le faire parce que j'avais l'impression que c'était une activité pour enfants. Et même les gens autour de moi me jugeaient en mode c'est bon, t'as 5 ans, tu fais du coloriage. Mais en fait, vraiment, ça me met dans un état. En fait, ça me met en joie, vraiment. Tu vois, ça me fait hyper plaisir de faire ça. Et je pense que ça a un effet très thérapeutique. Et tu vois, tout ce qui est aussi prévention du burn-out et tout, je pense que toutes les activités manuelles, créatives, c'est hyper sous-coté, tu vois.
Là, par exemple, il y a 2 jours, je faisais des couronnes de Noël. Et tu vois, en fait, mes mains, pendant 2 heures, étaient occupées à faire ça. Et tu vois, quand j'étais petite, moi, j'adorais les activités manuelles, j'adorais créer des choses avec mes mains et tout. Et aujourd'hui, je suis beaucoup dans le coaching, l'accompagnement, créer du contenu sur les réseaux. Mais tu vois, j'ai vachement perdu ce côté manuel et ça me manque beaucoup. Et en fait, j'essaye du coup de recréer ça, tu vois, de recréer ces moments de pure créativité parce que je pense que en fait, c'est hyper bon pour ta santé mentale, Ouais, quoi. je suis totalement d'accord. Justement, moi, tu vois, dans les ateliers que je propose, les ateliers de brainstorming, de créativité, les ateliers de co-construction, moi, ça m'arrive d'avoir des comités de direction, donc des gens, des managers hyper seniors à qui je dis, bon, ben voilà, les feutres, les stylos, les gommettes et les paillettes, on va dessiner. Et en fait, c'est assez dingue, mais du coup, ça les surprend, évidemment. En premier temps, ça les surprend parce que tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'elle nous fait faire? On n'est pas à la maternelle. On n'est pas à la maternelle, mais en réalité, c'est hyper puissant parce qu'en fait, ça les sort de leur brouillard mental et ça les pose sur une activité manuelle et du coup, ça leur fait juste poser leur cerveau en réalité. Ouais. Donc, ouais, moi, 1000 fois d'accord. Pareil avec ma fille, la pâte à modeler, tout ça, Moi, c'est ma les vie, Lego. vraiment. Ouais. Les Lego aussi sont super puissants. J'utilise beaucoup en atelier pour juste, ne serait-ce que visualiser, parce que parfois, on va utiliser on va avoir une discussion dans un atelier, une équipe, je prends un exemple, ils vont discuter d'un sujet, ils vont se projeter sur un plan d'action ou autre, sauf qu'en fait, dans les mots qu'ils utilisent, ils ne mettent pas le même sens derrière. Alors que si tu les fais dessiner, si tu les fais se projeter avec des Lego, là, en fait, ils vont avoir une autre vision, une autre façon d'expliquer leur concept, en fait. Et là, tu vois qu'ils vont se dire, ah ouais, mais en fait, toi, quand tu parlais de tel projet, tu le voyais comme ça, mais c'était pas ça du tout. Grâce, si tu veux, grâce au Lego, grâce à finalement d'autres éléments, ils vont réussir à s'aligner. Et ça, c'est hyper puissant. Franchement, c'est trop ouf. Donc, merci pour le conseil. Avec plaisir. Mettez-vous au coloriage. Ouais, franchement, en fait, je pense qu'il faut vraiment trouver son activité. Tu vois, qu'est-ce qui te plaît? Il y a 15 000 activités manuelles, mais en fait, je pense qu'on a besoin de l'activité qui nourrisse notre créativité, tu vois, parce que en plus, ça a été prouvé, toutes les études, je pense, type Harvard et tout, ils prouvent que genre, développer ta créativité, mais c'est hyper positif pour tout le reste, en fait. Et en plus, si tu es plus créatif dans le côté manuel, tu es plus créatif dans ton business, tu as des nouvelles idées, enfin, je sais pas, ça c'est joyeux. Totalement, totalement. Et d'ailleurs, on a assisté toutes les deux à la conférence de Aline Bartoli, et dans laquelle il y avait Geneviève Gauvin qui était intervenue. Et moi, il y a vraiment une chose qui m'a marquée dans son discours, qui était, elle dit littéralement, ma priorité, c'est mon développement personnel. Avant mon business, avant ma famille, avant tout, la priorité numéro 1, c'est ça. Parce que je sais que si je travaille là-dessus, tout le reste se développe. Et du coup, je trouve qu'il y a une forme d'égoïsme, mais qui est en réalité hyper salutaire, tu vois, et hyper dans la générosité. Et moi, je garde ça, ainsi que l'image de la plante dont on a beaucoup parlé, je pense, après cette... il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, mais cette idée de se dire, en fait, tu te considères comme une plante. D'abord, tu te nourris. Hein, une plante, pour pas qu'elle meure, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne de l'eau. Donc nous, c'est comment on se nourrit à travers des activités créatives, des hobbies, des choses qui nous font plaisir, réellement. Et après, c'est aussi l'idée de se dire, à un moment donné, une plante, quand elle a trop grandi, qu'est-ce qu'on fait? On la change de peau, on la change d'environnement, parce qu'à un moment, tu as besoin d'autre chose. Et ça, en fait, je trouve que, tu vois, ne serait-ce que d'aller dans des conférences comme la tienne, c'est aussi une manière de prendre conscience de ça. OK, est-ce que je suis encore dans le bon pot? Est-ce que je suis dans le bon élément? Est-ce que j'ai les bons... Je me nourris suffisamment? Je me développe suffisamment? Donc, franchement, encore dans entrepreneuse, se faire passer en prio. Non, mais je pense que c'est un truc qu'on ne dit pas assez. Et on subit beaucoup en tant que maman. Enfin, quand tu es entrepreneuse, maman, épouse, fille, amie. Enfin, en fait, tu as 1000 casquettes. Et franchement, parfois, c'est... Après, voilà, toi, je pense pas... Enfin, t'as pas d'enfant, je crois pas. Après, c'est pas... Enfin, voilà, les enfants, ça apporte d'autres choses, mais c'est vrai qu'en termes de charge mentale, moi, j'ai vu la diff entre les deux, quoi. Donc voilà. Voilà pour la petite parenthèse maternité. C'est quoi le sujet? Du coup, le sujet de ta conférence, c'est oser réaliser ses rêves. Est-ce que tu peux nous donner un peu quelques infos croustillantes? Bien sûr, il faut venir et assister pour savoir. Mais est-ce que tu as quelques éléments un peu croustillants à nous partager sur le contenu de cette conférence? Ouais, des conseils, par exemple, que je donne dans la conférence? Ouais, par exemple. OK. Ouais, bien sûr. Alors, je peux partager un exercice que je partage dans mes conférences, c'est identifier ses croyances limitantes. En fait, quand tu as un objectif et que tu n'arrives pas à passer à l'action dessus, souvent,
c'est pas de la procrastination, c'est pas que de la flemme. C'est que derrière, t'as une petite peur, tu vois, une petite pensée qui te fait dire mais je suis pas légitime, mais j'ai peur en fait de qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je fais ça, ou tu vois peut-être envie de te montrer plus sur les réseaux, mais t'as aussi la peur de te mettre en avant parce que tu te dis mais les gens ils vont penser que je me prends pour je sais pas qui, que je me la pète, que je suis vachement égocentrique et tout. Donc en fait c'est pas de la procrastination, c'est une peur. Et donc le conseil que je donne dans mes conférences, c'est identifie, tu vois, c'est quoi ces pensées, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, et tu les notes, tu vois, sans te juger, juste tu observes, tu te mets en mode observateur de toi-même, tu vois, tu te dédoubles un peu. Et tu notes tout ce qui te vient. Et en fait, souvent, du coup, c'est je suis pas légitime, mais j'ai peur de ce que les autres vont penser. J'ai pas l'argent pour me lancer, ça marchera jamais, donc j'arriverai pas, tu vois. Ou machin m'a dit quand j'étais petite que j'étais pas bonne là-dedans. Machin m'a dit que j'étais pas créative. Ou je suis nulle sur les réseaux sociaux, tu vois. Moi, j'avais vachement cette croyance il y a 3-4 ans que j'étais nulle sur les réseaux sociaux. Parce que j'étais toujours la fille qui avait le dernier iPhone, pas le dernier iPhone, le plus vieil iPhone. Parce que, je sais pas, je me complaisais un peu dans cette identité de fille nulle en réseaux sociaux. J'avais un ordi qui ramait et tout. C'est une bonne excuse aussi. Oui, c'est une bonne excuse. Pas faire. Exactement. Et en fait, du coup, ça me bloquait vachement dans utiliser les réseaux sociaux comme levier dans mon activité, tu vois. Et en fait, une fois que j'ai mis le doigt sur ça, je me dis, mais attends, mais n'importe quoi, en fait. Tu t'es inventé un personnage de fille qui était nulle en réseaux sociaux. Et en fait, on est très fort pour se créer des personnages, tu vois. Ah, mais moi, je suis pas... Et en fait, le danger, c'est quand tes croyances et tes pensées, ça devient ton identité. Et qu'en fait, tu dis pas, j'ai peur du regard des autres, mais tu dis, je suis, tu vois, je suis timide, je suis pas comme ça, tu vois. Parce que du coup, ça te bloque vachement dans ce que tu te crois capable de faire. Ouais. Donc, comment faire maintenant? Une fois que tu as identifié tes croyances limitantes, c'est de se dire, pour chaque croyance, tu vas identifier des contre-exemples. Donc, admettons, tu t'es dit, je suis pas légitime. Je suis pas légitime pour, par exemple, partager du contenu sur LinkedIn, parce que c'est le sujet dont je parle le plus au quotidien. Ok, je suis pas légitime pour créer du contenu sur LinkedIn. Déjà, ça veut dire quoi pour toi être légitime? Donc, déjà, définis ce que ça veut dire pour toi la légitimité. Donne des critères objectifs de légitimité. Et ensuite, une fois que tu as des critères objectifs de légitimité, trouve dans ta vie toutes les fois où tu as été légitime selon tes propres critères. Et tu trouves limite 20 exemples à chaque fois de fois où tu as été légitime. Et tu verras qu'en fait, tu es totalement légitime. Et donc, en fait, l'idée de l'exercice, c'est vraiment tout le temps trouver des contre-exemples. Je peux te donner un exemple concret du coup. Il y a Hubert qui a assisté à ma conférence, Hubert de Saint-Louvain, qui accompagne les gens à se libérer de leur addiction aux écrans pour devenir plus productifs. Hubert, son rêve, c'était de donner un TEDx. Censé donner un TEDx. Donc, la première partie de la conférence, c'est définir ses objectifs. Donc, il définit ses objectifs. Mais par contre, après, on arrive à la deuxième partie, croyances limitantes. Et là, il dit, en fait, je suis pas légitime, tu vois, j'ai pas assez d'expérience là-dedans, etc. Donc, en fait, il note toutes ses croyances. Et il se dit, il fait cet exercice de dire, ça veut dire quoi être légitime pour moi? Et en fait, il dit, ça veut dire accompagner des personnes et avoir des résultats. Ça veut dire peut-être avoir une certaine visibilité, avoir une certaine forme de reconnaissance. Et il se rend compte que il a déjà accompagné des personnes et ça a transformé leur vie. Il a déjà été interviewé sur Le Figaro. Il a créé une communauté de 3000 personnes sur LinkedIn. Et en fait, à la fin, il s'est dit, ok, en fait, je suis légitime. Et c'est hyper marrant. À la fin, dans la salle, il y avait une fille qui était étudiante à Centrale et qui, comme moi, était en contact avec des organisations TEDx. Et en fait, elle lui a donné le contact. Et en fait, à la fin, il a eu une opportunité de faire un TEDx à Centrale. Et je trouve que c'est hyper marrant parce que c'est aussi au moment où tu débloques au niveau mindset qu'il y a aussi des opportunités qui se débloquent, tu vois. Moi, je crois beaucoup que tu attires ce que tu penses mériter. Et je crois vraiment énormément à ça. Et en fait, si tu te crois pas, si tu penses pas mériter quelque chose, tu vas pas l'attirer, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on parle souvent des gens qui ont le syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposture, mais on parle pas tellement des gens qui sont dans un phénomène inverse. Tu vois, moi, par exemple, c'est pas que je me sens surlégitime sur tout, mais souvent, je vais souvent agir avant de réfléchir. Tu vois, c'est-à-dire que je vais pas me poser 1000 questions, c'est que je vais faire quelque chose. En fait. Ouais, j'ai plutôt un biais pour l'action. Et après, je vais me dire, oh là là, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Et je vais évaluer ce que j'ai fait après, mais parfois, c'est trop tard. Tu vois. Et donc, j'ai pas forcément ce truc-là, ce qui est pas mieux. Hein. Je dis pas que c'est mieux, mais du coup, je me sens légitime dans beaucoup de trucs. J'entreprends beaucoup de trucs, parfois trop de trucs. On en a parlé du fait de rester focus et tout. Mais peut-être aussi, parfois, je manque de prise de recul, tu vois. Donc, il y a un peu aussi les deux. On parle souvent de syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, ça n'a pas de nom, ce truc-là. Enfin, je crois pas.
l'excès de confiance. Non, mais je pense pas que... Non, je pense même pas que ce soit un excès de confiance, mais c'est juste que tu passes vite à l'action. En fait, tu te poses zéro question. Enfin, si, tu te poses des questions, bien sûr, mais je connais d'autres personnes comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, mais en fait, je pense que c'est compatible avec le syndrome de l'imposteur. Enfin, c'est oui, autre remarque, chose. t'as raison. Ouais, c'est plutôt sur le passage à l'action. Ouais. Alors que le syndrome de l'imposteur, c'est plus un sentiment que tu... Ouais, ok. Ouais. Mais oui, après, c'est répandu, surtout chez les femmes. Ouais. Oui. Donc, ok, trop bien. Donc, tu nous parles des croyances limitantes sur ta conférence. Un autre petit truc, autre chose dont je parle énormément dans cette conférence, c'est l'importance du réseau. Et surtout, l'idée, c'est de dire que pour atteindre tes objectifs, entoure-toi de personnes pour qui c'est normal de faire ce que tu voudrais faire. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Tu vois, le jour où j'ai voulu devenir conférencière, je suis devenue bras droit d'un conférencier. Ouais. Et en fait, du coup, j'étais baignée dans un environnement de gens qui vivaient des conférences. Et tu vois, au niveau mindset, pareil, ça te débloque énormément de choses parce que t'es plus dans « Ah ouais, mais c'est trop dur d'en vivre, il n'y a pas beaucoup de gens qui en vivent et tout ». T'as des exemples devant toi. T'as des exemples devant toi de gens et du coup, tu comprends comment ils font, tu développes le bon réseau, tu deviens un peu une éponge aussi, tu vois, tu reprends un peu leur façon de parler, tu vois, enfin, tu absorbes. Et pour moi, ça, c'est très, très important. Et c'est ce qui a motivé aussi mon déménagement parce que moi, j'habitais à Menton avant, dans le sud de la France. Et quand j'ai vraiment voulu devenir conférencière, j'ai déménagé à Paris parce que je savais que c'était là que la plupart des conférenciers étaient et tout ça. Ouais. Et je m'étais dit, j'ai besoin d'être dans un environnement de gens qui font ce que j'ai envie de faire pour progresser. Ouais, c'est trop ça. Je me souviens que j'ai un directeur marketing à l'époque, quand j'étais salariée, que je travaillais dans le luxe. Et il m'avait dit une phrase qui m'a marquée. Il m'a dit, en fait, Sonia, si tu veux si tu as un poste en tête que tu as envie d'occuper, je sais pas, si demain tu as envie de devenir directrice marketing, en fait, tu dois te comporter comme si tu l'étais déjà. Ouais. Et en fait, ce sera naturel pour tout le monde que tu le deviennes. Et j'ai trouvé ça tellement vrai, ça m'a marqué et c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé. Et effectivement, quand tu as un objectif, c'est comme tu le dis très bien, entoure-toi des gens et fais comme si t'étais déjà arrivé, quoi. Ouais. C'est vraiment ça. Donc, ok, trop bien. Dans une de tes publications LinkedIn, j'ai vu que tu parlais d'un truc qui m'a interpellée. Tu parles du minimum viable dream. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Ouais, bien sûr. Alors, moi, j'ai créé un concept qui s'appelle le minimum viable dream. Et tu vois, en startup, on parle souvent de minimum viable product. Donc, en fait, c'est la version la plus petite d'un produit que tu peux présenter à des investisseurs ou que les gens peuvent déjà utiliser pour tester des fonctionnalités d'un produit. Moi, j'adore ça pour le rêve parce que, tu vois, ça peut faire super peur de te dire, je sais pas, par exemple, ton rêve, c'est de donner des conférences devant 3000 personnes comme moi, ou ton rêve, c'est de faire le tour du monde, ou ton rêve, c'est, je sais pas moi, de lancer... de créer ton entreprise et d'impacter des milliers de personnes. En fait, tu vois pas trop comment tu vas y arriver et tu as la vision, mais en fait, le chemin est tellement flou que ça te bloque, en fait. Tu sais pas par où commencer. Du coup, le minimum viable dream, c'est en fait te fixer un objectif qui soit suffisamment challengeant pour avoir l'impression que tu avances. Enfin, c'est même pas une impression, c'est pour vraiment avancer vers cette vision-là. En même temps, suffisamment simple pour que tu puisses y aller sans trop de friction, tu vois. Donc, si je te donne un exemple, si ton rêve, c'est de faire une conférence devant 3000 personnes, organise ta première conférence devant 30 personnes. C'est pas ce que tu es un peu en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire, mais donc je m'applique, j'essaie d'être cohérente, tu vois, avec ce que je dis. Non, okay. Si ton rêve, c'est de faire le tour du monde, en fait, tu peux très bien commencer par faire le tour de ta région, tu vois. Ou je sais pas, si ton rêve, c'est de traverser l'Europe à vélo, commence par traverser ton département à vélo, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai rencontré Kylian Talin la semaine dernière. Il m'a dit, en fait, essaye d'être extrêmement ambitieux à long terme et extrêmement peu ambitieux à court terme. Et j'aime trop cette phrase parce que c'est trop bien de rêver grand et d'avoir des grands objectifs, mais en fait, c'est aussi hyper important d'être très pragmatique et en fait, de te demander comment tu peux vite passer à l'action. Parce qu'il n'y a que l'action qui va te faire avancer et qui va te faire passer de 0 à 1. Et en fait, le passage de 0 à 1, c'est vraiment le plus difficile. Et le minimum viable dream, ça te permet vraiment de te donner l'élan pour te lancer. Trop bien. Donc, c'est ne pas regarder le sommet de la montagne. Exactement. Mais regarder vraiment les petites étapes. C'est vraiment la stratégie des petits pas. Stratégie des petits pas. Trop bien. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est aussi inviter nos auditrices à réfléchir à « Ok, j'ai un gros rêve, j'ai un grand rêve. Quelle est la première petite étape que je peux mettre en place, la première petite pierre à l'édifice que je peux poser ?» Et ça, c'est hyper puissant. Ouais, exactement. C'est en fait avoir un gros objectif, de ce gros objectif, en faire un tout petit objectif, et ensuite, pour ce plus petit objectif, de dire quelle est la première étape à faire pour accomplir ce petit objectif.
Autre sujet qui m'a marqué, je pense que ça devait être aussi dans un de tes posts LinkedIn ou peut-être dans ton podcast, je ne sais plus, mais en tout cas, je vous invite à la fois à regarder les posts de Julia, mais aussi le podcast qui est passionnant. Je crois qu'à un moment, tu parles de Mel Robbins, donc la fameuse Mel Robbins, conférencière, qui parle de la jalousie. Ouais. C'est elle, hein, c'est ça? Ouais. La jalousie, souvent, c'est perçu comme quelque chose un sentiment négatif. Quand tu ressens de la jalousie vis-à-vis de quelqu'un, ça veut dire que tu l'envies et c'est vu comme quelque chose de mal. Et toi, tu dis, inspiré des propos de Mel Robbins, non, faites-en quelque chose de positif. Tu peux nous expliquer? Ouais, avec grand plaisir. En fait, ouais, moi, j'ai ressenti beaucoup de jalousie parfois pour certaines personnes, surtout quand moi, j'étais bloquée dans une situation et tu vois, par exemple, cette période dont je te parlais tout à l'heure, où en fait, je venais de créer mon entreprise et j'étais en train de bosser dans un bar pour 5 € de l'heure. Et en fait, je me sentais trop nulle parce que je n'arrivais pas à trouver des clients, je ne savais pas ce que je voulais, etc. Et je me comparais vachement à des personnes qui, selon moi, avaient tout réussi, tu vois. Et du coup, j'étais jalouse de ces personnes-là. Et Mel Robbins, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, la jalousie, c'est un indice. En fait, la jalousie, c'est un indice de ce qui est vraiment important pour toi et de la direction que tu as envie de prendre. Et ça m'a fait vachement reconsidérer ça parce que moi, je me jugeais énormément d'être jalouse. Parce que je me disais, t'es une mauvaise personne, tu devrais être content pour les gens et tout. Et du coup, je m'en voulais. Tu vois, non seulement j'étais jalouse, mais en plus, je m'en voulais. Donc, tu vois, tu rajoutes de la culpabilité sur la culpabilité. Et en fait, maintenant, je me suis dit, OK, vois ta jalousie jusqu'à un truc de dire, OK, toi, tu penses que tu sais pas ce que tu veux. En fait, si. Regarde de qui tu es jalouse et je te dirai ce que tu veux vraiment. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est hyper fort pour moi parce que si tu n'arrives pas à définir quelle est ta vision, regarde autour de toi un peu qui crée cette petite jalousie et tout, et et transforme ça en inspiration. Par contre, en fait, ça, c'est la première étape. Et je pense qu'après, la deuxième étape, c'est vraiment très important de transformer cette jalousie en inspiration. Ouais. Et moi, il y a un mot que j'ai découvert que j'adore, c'est la compersion. C'est en fait, apprends aussi à être heureux pour les autres. Parce que sinon, en fait, oui, la jalousie, ça peut être bénéfique dans le sens où ça peut te permettre de découvrir ta vision, mais ça a un côté aussi très vicieux où, tu vois, tu te sens nul, tu te compares, etc. Et tu envies les gens. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Tu vois, en fait, on essaye de garder le côté positif de la jalousie et en fait, de transformer le reste en inspiration et en compersion. Yes. Et comment tu dis, c'est compersion? Compersion, c'est apprendre à être heureux pour les autres. Se réjouir pour les autres. Se réjouir pour les autres. J'adore ce mot. Du coup, j'allais te poser la question de qui es-tu jalouse, mais je sais pas comment on peut la formuler avec la compersion, mais voilà, quelles sont les personnalités, les personnes, ou pas forcément des gens connus, hein, mais qui t'inspirent ce sentiment de compersion? Ah, du coup, compersion ou jalousie? Attends, non, jalousie. Jalousie. Ah oui, okay. compersion, oui, non, je parle bien de la jalousie. Ok. Attends, c'est hyper intéressant parce que tu vois, il y a 1 an, je me rappelle, je voyais Élise et Nina qui commençaient à bosser ensemble. Et je voyais, Élise, elle venait de créer du coup, Nina lui avait proposé de bosser avec elle sur Ramène ta fraise et tout. Donc, juste pour resituer, Nina, c'est Nina Ramen. Ramen, pardon. Oui, c'est vrai que j'ai pas donné de contexte. Nina Ramen, donc, qui est la cofondatrice avec Élise Murinier de Ramène ta fraise, qui est donc une entreprise qui aide les femmes à prendre la parole sur LinkedIn. Et donc, Julia, tu nous en parlais au début. Tu fais partie de l'entreprise maintenant, mais... Ouais. Du coup, l'histoire, c'est que tu voyais Nina et Élise. Ouais, c'est ça. Je voyais Élise et tu vois, je l'enviais de pouvoir bosser avec Nina, de pouvoir créer ce projet et tout. Et en fait, d'avoir la confiance aussi de Nina pour lancer Ramène ta fraise. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est que je me rendais pas compte que moi aussi, du coup, ça me tentait de faire partie de cette aventure-là. Et 1 an plus tard, ça c'était même je crois que c'est il y a 2 ans qu'elles l'ont créé. 2 ans plus tard, maintenant, je suis dans l'équipe et tu vois, si j'ai ressenti cette jalousie à ce moment-là, c'est que c'était quelque chose qui m'inspirait et que ça me donnait envie d'y être, tu vois. Et justement, tu as su transformer cette jalousie en compersion pour aller bosser avec elle, quoi. Ouais. Et puis, en fait, c'est marrant parce qu'entre-temps, il y a plein de choses qui sont passées. Tu vois, moi, j'avais même oublié que j'avais pu ressentir ça à l'époque. Et en fait, l'opportunité s'est créée bien plus tard. Nina, elle avait organisé un événement. Elle organisait des ramènes et baskets. Donc, c'était des balades entre entrepreneurs. Et donc, tu sais, tu faisais des codev. Ouais, je l'avais fait avec elle. Et c'était trop bien. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré Nina. Et à la fin, elle me dit, Julia, on se rencontre. Et c'est à ce moment-là qu'elle a découvert que je faisais du personal branding. Et tu vois, 6 mois plus tard, elle m'a dit, Julia, t'aimerais être coach dans le bootcamp. Et voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai l'impression, par rapport à tout ce que tu nous as raconté depuis le début, ce qui a à chaque fois été des déclencheurs dans tes projets, dans ton parcours d'entrepreneuse, ça a été des rencontres, finalement. Ça a été aussi le fait de t'entourer des personnes qui t'inspiraient. Donc, je trouve ça assez marquant dans ton histoire et c'est un super exemple
De dire, en fait, c'est pas parce que tu as 23 ans que tu peux pas devenir comme ces gens-là. Et au contraire, plutôt que de rester dans ton sentiment négatif de jalousie, entre guillemets, on en a parlé, c'est d'approcher ces gens et d'en faire des alliés, quoi, finalement. C'est ça. 100%. C'est exactement ça. Enfin, vraiment, mon message, c'est entourez-vous des personnes qui vous inspirent. C'est aussi pour ça que j'ai créé mon podcast. Tu vois, ça me permet de rencontrer des personnes, de comprendre comment elles ont fait, d'apprendre un maximum d'elles. Et en fait, ouais, il y a des gens qui, en fait, peu importe ce que tu as envie d'accomplir, il y a des gens qui sont déjà passés par là. Ouais. Donc, en fait, au lieu de réinventer la roue et de te demander tout seul comment tu peux faire, en fait, va demander conseil à ces personnes-là et ça va te tracer le chemin, tu vois, parce que ils ont déjà traversé les difficultés, ils ont déjà eu des difficultés. Donc, vraiment, apprends d'eux. Tu vois, c'est une forme de sagesse de dire apprends d'eux et vraiment sois à l'écoute des conseils. Et moi, tu vois, toutes les rencontres que j'ai faites, ces personnes-là sont devenues des mentors. Tu vois, c'est avoir bossé avec Samuel, par exemple. Samuel, c'est pas mon manager, c'est mon mentor. Tu vois, ou c'était pas juste un client en prestat, c'était vraiment un mentor. Nina, aujourd'hui, je trouve que c'est pareil. Tu vois, c'est pas juste une manager, c'est vraiment quelqu'un qui me fait grandir dans mes projets personnels, qui me connaît bien, qui connaît aussi mes travers, tu vois. Et tu vois, par exemple, Nina, elle a tellement conscience que j'ai le syndrome de l'objet brillant et elle va m'aider à me dire, OK, Julia, fais gaffe, tu vois, t'as tendance à être comme ça, fais gaffe, tu vois, refocus-toi. Et pour moi, c'est vraiment l'entourage, tu vois, qui te stimule. Et ouais. Ouais, c'est marrant. Mais en fait, ce qui me vient à l'esprit quand je t'entends, c'est cherchez pas des managers, cherchez des mentors. Ouais. Ah, mais vraiment. Ouais. Si t'es salarié, franchement, les gens, en général, en plus, ils quittent un manager, ils quittent pas vraiment la boîte. Et en plus, va vers des gens qui ont envie de te faire grandir, tu vois. Mais ça, du coup, je trouve que c'est vrai aussi dans l'entrepreneuriat. C'est aussi, ou dans le freelancing, tu vois. Est-ce que tu peux bosser avec des gens qui vont te faire grandir, qui ont à cœur de te faire progresser et qui vont pas juste te prendre et t'utiliser, mais tu vois, avec qui tu vas grandir et eux aussi vont grandir à ton contact, tu vois. C'est vrai que c'est ça qui est important aussi dans les mentors, c'est que c'est pas à sens unique, tu vois. C'est pas que le mentor qui te fait grandir. Toi aussi, t'apportes énormément à l'autre personne. Et tu vois, moi, par exemple, à 23 ans, je me disais, moi, j'ai rien à apporter aux gens, tu vois. Eux, ils m'apprennent, mais qu'est-ce que eux ils en retirent au final? Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils en retirent aussi beaucoup de choses, tu vois. Et moi, je m'en rendais pas forcément compte. Et même encore aujourd'hui, ça serait difficile de dire qu'est-ce que je leur ai apporté, mais en même temps, je pense que je leur apporte ce côté peut-être un peu audacieux, tu vois, remettre les choses en question, tester des nouvelles choses. Ce côté aussi ambitieux, tu vois. Moi, je suis hyper enthousiaste. Du coup, si demain, tu as un projet, je fais mais vas-y, on y va, tu vois. Et syndrome de l'objet brillant. Non, ça dépend. En fait, ça dépend, tu vois. Parce que, en fait, oui, syndrome de l'objet brillant, mais il y a des fois aussi où, vas-y, si tu as envie de faire quelque chose, mais fais-le, tu vois. Ouais. Et donc, c'est juste un équilibre à trouver entre. Il y a certains trucs que c'est pas pertinent de faire parce que stratégiquement, tu vas te perdre. Mais s'il y a des choses qui tiennent vraiment à cœur de lancer, mais c'est juste que c'est la peur qui te retient et tout, mais fais-le, tu vois. Faut savoir doser. Ouais, trouver doser. le juste équilibre. Ouais. Ok. C'est quoi le sujet de ton livre? Alors, le sujet du livre, au départ, celui que j'avais pensé, c'était comment créer son réseau en partant de zéro. Ok. Et je pense que ça va pas mal évoluer parce que du coup, là, je vais mettre un peu le projet en stand-by. Et je reprendrai le projet de livre dans, je pense, 1 ou 2 ans quand j'aurai terminé mes études. Mais du coup, ce sera, je pense, beaucoup plus autour de l'entrepreneuriat féminin, tous ces sujets de syndrome de l'imposteur. Okay. Donc, je te suggère From Zero to Réseau. Ouais. Bonne idée. Moi, j'avais créé son réseau en partant de zéro. Donc, réseau, zéro, tu vois. Donc, il y avait de l'idée. C'est quoi ton activité du moment? Où on peut te retrouver? Quels sont tes projets? Ouais, alors, où est-ce qu'on peut me retrouver? Je donne régulièrement des conférences à Paris, justement, Osez réaliser vos rêves. Donc, pour être tenu au courant, ajoutez-moi sur LinkedIn Julia Cantarajou. Et sinon, j'ai mon podcast qui s'appelle Julia Wonders, dispo sur toutes les plateformes de streaming. Et puis sinon, si vous voulez vous former au personal branding, on lance la prochaine promo de Ramène ta fraise en janvier, ou de toute façon, on en fera d'autres dans l'année, pour devenir une queen de LinkedIn. Voilà, le fameux bootcamp que tu as suivi. Que j'ai suivi et qui est franchement exceptionnel pour se lancer sur LinkedIn, pour oser publier, pour garder le rythme, pour avoir un réseau de pairs aussi, des personnes qui vont avec qui tu vas t'entraider, parce que ça compte vachement, surtout sur ce réseau qui peut être parfois un peu difficile à appréhender quand on n'a pas l'habitude. Ça reste un réseau professionnel, donc ça peut faire peur de s'exposer. Donc, d'avoir un groupe de pairs, c'est vachement important et moi, je le recommande à fond. Et donc, toi, Julia, t'es coach dans le bootcamp, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc, si vous voulez vous faire coacher par Julia pour LinkedIn, le bootcamp Ramène ta fraise, je le recommande à fond.
Merci Julia en tout cas. Merci à toi, j'ai adoré ce moment. Merci. J'espère que le parcours de mon invité t'a inspiré. J'ai 2 questions pour toi. Quels sont tes grands apprentissages suite à l'écoute de cet épisode ? Que vas-tu mettre en place dès demain ? Je t'invite à prendre en note tes réponses et à me les partager via les réseaux sociaux. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi à la chaîne YouTube et laisse un avis 5 étoiles sur Apple Podcast.